Tous les canaux ont la même croissance, à quasi 3 chiffres. Tout le wholesale, c'est plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Elle est vraiment universelle, elle est pour tout le monde, pour tous les âges, mais aussi pour tous les genres. On trouve des experts dans chacun des domaines, des experts du spa, des experts de la beauty tech, des experts des compléments alimentaires, des experts en formulation, notamment avec les peptides. Et ensuite, en parallèle, on travaille toute l'image de marque et le positionnement. Le modèle de distribution, pour le coup, il est aussi très différent de la marque Clarins. Il y a quand même une très grosse partie wholesale, un peu héritage du groupe, où on est commercialisé dans des cliniques esthétiques. Elle, c'est Claire, la Head of E-Commerce, Digital et CRM de MyBlend. MyBlend, c'est la petite sœur luxe de Clarins, le géant mondial de la beauté, et Claire, c'est la personne qui drive toute la stratégie digitale de la marque. Après avoir bossé chez L'Oréal, Guerlain, L'Occitane et Forêt-Lepage, elle a décidé de rejoindre Clarins pour en développer sa branche luxe, MyBlend. En moins de 3 ans, MyBlend emploie une vingtaine de personnes, distribue ses produits en physique et en e-commerce, et est présente dans plus d'une dizaine de pays. La particularité de MyBlend, c'est que c'est une start-up 100% intégrée au groupe Clarins, qui lui fait près de 2 milliards de chiffre d'affaires, mais aussi totalement indépendante avec sa propre équipe et son propre mode de fonctionnement. J'ai toujours voulu savoir comment une petite marque et un grand groupe pouvaient cohabiter avec des dynamiques aussi différentes, alors j'ai reçu Claire pour en savoir davantage. Ensemble, on a parlé de comment est né le projet MyBlend au sein de Clarins. Vers quoi est-ce que le marché tend? Et le marché à ce moment-là tend beaucoup vers la beauty tech. Il faut continuer de se poser des questions, même une fois qu'on a lancé la marque, et réfléchir à comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire de ce produit dans lequel on croit énormément pour qu'il trouve son public. De quels sont les avantages et les inconvénients de l'intrapreneuriat? Les codes d'une grande entreprise, quand on a un esprit entrepreneurial, c'est pas toujours quelque chose d'évident chez tout le monde. Des synergies entre les départements du groupe Clarins et de MyBlend, des ralentissements qu'ils ont pu connaître liés à la taille du groupe, mais aussi de sujets un peu plus marketing, comme leur migration sur Shopify et les complexités que ça a engendré, leur stratégie d'acquisition de nouveaux clients, les enjeux de la production créative quand on est une enseigne de luxe. On a une équipe dédiée au sein de la direction marketing qui s'occupe de toute la production de contenu pour performer en acquisition et en e-commerce, avoir des contenus plus authentiques, plus naturels, de faire de l'authentique tout en étant esthétique. Et plus largement de tout un tas de sujets passionnants. Pour les personnes qui s'intéressent de près ou de loin au monde de la beauté, du luxe, du e-commerce ou encore de l'intrapreneuriat, cet épisode est fait pour vous. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Claire. Salut Étienne. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Très bien. Très content de te recevoir sur ce podcast. Merci pour l'invitation. C'est la deuxième fois que je le fais en présentiel. La précédente, c'était avec Grégory de Okara sur la partie SEO. Et je trouve que c'est trop cool. Ça fait un petit moment que j'avais envie d'échanger avec toi sur des sujets très intéressants, passionnants. Claire, pour te présenter à nos auditeurs et nos auditrices, tu es aujourd'hui Head of E-Commerce Digital et CRM chez MyBlend. MyBlend qui est la petite sœur de Clarins. Toi, tu as un parcours donc, qui est assez beauté, luxe. Donc, si je dis pas de bêtises, je fais ton LinkedIn. Hein, tu as commencé ta carrière chez L'Oréal et Guerlain en produits. Ensuite, tu as fait un petit passage en e-commerce chez L'Occitane. Tu as rejoint, suite à ça, Clarins à New York, où tu as passé quelques années, également, si je ne me trompe pas, pour développer le digital marketing et le e-commerce sur le marché américain, nord-américain. Et puis, tu as ouvert le e-commerce chez Forêt-Lepage, qui est une maison parisienne de maroquinerie de luxe, avant de revenir chez Clarins pour développer du coup la petite sœur luxe, MyBlend, dont on va parler aujourd'hui. Et on va s'intéresser particulièrement à la place que MyBlend a dans le groupe Clarins et toute l'histoire qui m'intéresse et comment justement ça... comment vous faites pour créer une marque au sein d'un groupe. Il y a pas mal de choses. J'ai plein de questions. Ce que je te propose, c'est de te laisser peut-être te présenter aux personnes qui nous écoutent. Ouais, merci pour cette petite introduction. Tu en as déjà dit pas mal. Mais donc, je m'appelle Claire Lavert, j'ai 36 ans. J'habite en région parisienne, mais j'ai grandi aux 4 coins de la France. J'ai aussi vécu à l'étranger à travers les différentes étapes de ma carrière. Donc à New York pour Clarins, comme tu l'as précisé, pendant 5 ans. J'ai vécu aussi à Shanghai, à Bruxelles et à Amsterdam pour L'Oréal. Donc j'ai eu une façon de travailler qui est quand même plutôt à l'anglo-saxonne, très influencée par toutes ces expériences. Et puis sinon, je suis passionnée par l'entrepreneuriat. J'adore raconter des belles histoires, construire des expériences clients qui ont du sens. Et depuis plus d'1 an, j'ai rejoint l'aventure MyBlend pour développer la marque sur les outils du digital,
donc à travers bien sûr le e-commerce, dont l'acquisition, la rétention et la conversion, mais aussi le CRM, l'omnicanalité et le service client. Pas mal de taf. Ouais, il s'en est pas. Trop cool. Alors, MyBlend, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Ceux qui sont peut-être dans l'univers de la cosmétique, de la beauté luxe, probablement. Est-ce que tu peux nous parler et nous présenter rapidement ce que c'est MyBlend ? Donc MyBlend, c'est une petite marque de beauté, une start-up 100% intégrée au groupe Clarins. Et c'est un véritable incubateur d'initiatives disruptives au sein du groupe. Joliment dit. Chez nous, on dit que c'est un peu une nouvelle façon de vivre sa beauté. C'est un écosystème complet, donc une approche globale qui voit la beauté de l'intérieur et de l'extérieur. Et elle a été construite autour de 4 piliers. Okay. Donc des soins skincare super performants, notamment grâce aux peptides, des technologies beauty tech de pointe non invasives comme le masque LED, dont j'imagine on parlera plus tard, des compléments alimentaires qui sont plutôt avant-gardistes et des traitements en spa sur mesure. Et tout ça sans aucun compromis sur le respect de la peau, de l'humain et de la planète. La marque, elle est née en 2007 de la pratique du docteur Olivier Courtin. Okay. À cette époque, il était chirurgien orthopédique à l'hôpital Foch à Paris. Et au cours de sa pratique, il constate que la cicatrisation de la peau de ses patients dépend moins de leur âge que de leur style de vie. Donc, alimentation, sport, sommeil, les états émotionnels de chacun et l'environnement dans lequel on vit apparaissent comme des facteurs clés de la régénération de la peau. Et en fait, la lutte anti-âge et la cicatrisation, ce sont les mêmes mécanismes d'action. Et il y a une science qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression de nos gènes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et le principe de l'épigénétique, c'est que chaque peau dispose d'un potentiel suffisant pour se régénérer, pour réparer ses propres cellules, comme la cicatrisation. Okay. On n'a pas besoin d'y penser, on cicatrise tout seul. MyBlend, elle a été créée sur le principe de l'épigénétique et elle s'est largement développée, surtout depuis 2022, moment pivot où la marque a été complètement repensée et relancée entièrement. Aujourd'hui, l'ensemble de l'offre produit et du positionnement de marque a été remis à plat suite à des années de recherche et développement. Et en gros, le claim de marque, c'est qu'elle répond non seulement aux besoins actuels de la peau, mais elle impacte et influence positivement son avenir. Magnifique. C'est travaillé. Le discours est travaillé. Ok, aujourd'hui, en termes de... Donc, du coup, que propose... Donc, tu disais, il y a 3 piliers. 4 piliers. 4 piliers, ouais. Ok. Donc, le skincare, la tech, la beauty tech, les compléments alimentaires et le spa. D'accord. Spa. Et alors moi j'ai une question qui me vient. Donc Clarins est déjà dans cet univers, même si je pense que l'offre est assez différente. Qu'est-ce qui diffère entre MyBlend et Clarins et plus largement, pourquoi du coup créer une autre marque, tu vois, plutôt que d'étendre la gamme de ce qui peut déjà se faire chez Clarins? Ouais. Donc c'est quand même 2 marques avec un positionnement et une offre produit qui sont très différentes. Okay. C'est aussi une taille de marque qui n'a rien à voir. MyBlend, c'est encore tout petit. En soi, ça a que, même si elle a été fondée en 2007, ça n'a que quelques années d'existence parce qu'on a vraiment commencé à mettre les moyens pour son développement qu'en 2022. Mais je sais qu'on y reviendra plus tard. Okay. Pour présenter Clarins, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas, c'est une entreprise familiale française fondée en 1954. Donc 70 ans de recherche et développement pour construire son offre produit qui se fait par gamme, ce qui n'est pas du tout le cas de MyBlend. Donc chez Clarins, on va avoir des gammes de produits qui sont adaptées à des tranches d'âge. Donc la gamme pour les 30 ans et plus, généralement on appelle ça pour les premières rides. La gamme pour les 40 ans et plus, les rides installées. La gamme pour les 50 ans et plus. Mais il y a aussi une gamme pour les adolescents qui ont d'autres problématiques dermatologiques. Généralement l'acné, alors que MyBlend, c'est une approche totalement différente, beaucoup plus minimaliste. Ouais. Il y a une seule crème qui va à tout le monde et après, on personnalise sa routine à l'aide de 8 super sérums qui sont des petites doses ultra concentrées
qui vont venir booster la peau en fonction de son besoin à un instant T. Donc, il n'y a pas de notion de tranche d'âge. D'accord. C'est plutôt une notion environnementale, comme on en parlait tout à l'heure. Si, par exemple, j'habite à Paris dans un environnement plutôt pollué, qu'on est en plein hiver, ma peau ne va pas du tout avoir les mêmes besoins que si je pars en vacances à Marrakech au soleil, alors que l'air est complètement sec. Donc, MyBlend apporte une solution à ce type de style de vie et plutôt dans une approche très minimaliste. D'accord. Donc ça, c'est une première réponse de la différence entre les deux. C'est pas la seule. La deuxième chose, c'est le type d'ingrédient qui est utilisé dans les formules des produits cosmétiques. Donc là, on est vraiment sur la partie skincare. Chez Clarins, la naturalité est très forte, le respect de la planète est très fort. Ils sont propriétaires de ce qu'on appelle des domaines Clarins dans lesquels ils font pousser les plantes qui sont utilisées ensuite dans leurs produits, alors que chez MyBlend, on a des ingrédients issus de la biotechnologie. Donc, on imite en laboratoire les vertus des plantes. Et la biotechnologie, c'est l'alternative durable aux ressources traditionnelles. Ça permet d'éviter d'épuiser les ressources du sol. Donc, plutôt tourné vers l'avenir. Il y a pas mal de choses, donc ça m'intéressera de creuser un peu les produits. Notamment, je sais que vous avez un masque LED qui est assez futuriste. Alors, je ne connais pas toutes les vertus et propriétés du masque, mais quand tu le vois, ne serait-ce que mis en scène ou sur votre site ou autre, ça fait très 2040-2050. Donc, j'ai l'impression que ça fait partie Et pourtant, la LED, c'est une technologie qui existe depuis des années, qui a été inventée par la NASA, mais qui est devenue plus tendance ces quelques dernières années parce qu'on a réussi à mettre en place une technologie qui est disponible chez le consommateur et plus chez un professionnel de la beauté ou de la cosmétique. Ok, très intéressant. Et donc super clair. MyBlend, donc assez différent finalement autant dans l'histoire, on va en parler un peu plus que dans de l'offre et même dans je dirais la philosophie de ce que proposait aujourd'hui Clarins. Moi j'ai une question, c'est c'est quoi la genèse de MyBlend? C'est à combien d'années tu disais? Donc c'est créé en 2007. Donc c'est créé en 2007, relancé en 2022. Ouais. On peut surtout s'intéresser à cette deuxième étape qui finalement a commencé en 2019, donc un an avant le Covid, où il y a eu beaucoup d'introspection qui a été faite à ce moment-là. MyBlend, à cette époque, c'était un peu une belle endormie. Elle avait un écosystème qui était déjà installé, un concept de marque aussi qui était très fort, avec des convictions et des valeurs qui étaient très fortes et qui sont toujours là, et je vais l'expliquer dans un instant. Mais il n'y avait pas énormément d'investissement qui était mis sur la marque, et donc elle ne performait pas à son plein potentiel. Donc 2019, il y a un petit groupe, une petite équipe qui s'est posée pour réfléchir sur comment est-ce qu'on continuait d'accompagner cette marque. Donc une première étape, beaucoup de réflexion, d'introspection. Une deuxième étape où on a quand même analysé le marché pour se dire vers quoi est-ce que le marché tend. Et le marché, à ce moment-là, tend beaucoup vers la beauty tech. Là, on est en 2024. Quand l'épisode sortira, on sera peut-être déjà en 2025. Donc la beauty tech est assez bien installée, même s'il y a encore peu d'acteurs. Mais à l'époque, pas du tout. Ensuite, on développe l'offre produit. Donc, on se dit, OK, il nous faudra une gamme avec un nettoyant à l'eau, un nettoyant sans eau, une crème en plusieurs textures, 8 super sérums, etc. etc. On briefe l'interne, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, mais il y avait quand même une partie des équipes qui ont travaillé sur le relancement de la marque en interne. On trouve des experts dans chacun des domaines, des experts du spa, des experts de la beauty tech, des experts des compléments alimentaires et des experts en formulation, notamment avec les peptides. Et ensuite, en parallèle, on travaille toute l'image de marque et le positionnement pour que tout ça ait du sens et pour que l'ensemble de l'image de la marque soit cohérente. Et puis le go-to-market, et en fait, ça continue parce que le travail de lancer une marque ne s'arrête pas là. Une fois qu'on est face à ses consommateurs, parfois tout change. Et toute cette partie, c'est ultra intéressant, entre eux, donc tu dis ça a vraiment commencé ou recommencé à partir de 2019.
Go-to-market, c'est 2022, c'est ça? C'est ça. Donc il y a 3 ans, 3 en ans gros, de projet. en sous-marin, entre guillemets, où Ouais. vous préparez tout, autant sur la partie produit que R&D, que communication. Exactement. Structuration d'équipe aussi, j'imagine? Oui, aussi. Alors, au début, l'équipe est quand même assez petite. Ok. Il y a entre 5 et 10 personnes qu'on appelle l'équipe projet, Ouais. qui travaillent vraiment dans une unité secrète au sein du groupe où personne n'est au courant de ce qui se passe. Le Google X de Ouais, Clarence. exactement. Et en fait, c'était vraiment volontaire. C'était pour éviter que cette équipe projet se laisse influencer par ce qui existe déjà chez Clarence Ok. et de plutôt les pousser à réfléchir out of the box, donc en dehors des sentiers battus, en dehors de ce qui est connu, reconnu chez Clarence depuis ces dizaines d'années. Ouais. Donc une toute petite équipe au démarrage dans une unité secrète. Et par contre, dès le go-to-market, là, on structure vraiment pour accompagner la commercialisation. Et on commence à avoir un comité de direction, un directeur général, des chefs de projet par métier. Et là, voilà, on passe dans une autre étape d'accélération. Et ça, c'est en 2022 aussi? Et ça, c'est en 2022, d'accord. exactement. Aujourd'hui, l'équipe MyBlend, c'est combien de personnes? Une petite vingtaine. Petite vingtaine, ok. Et c'est que des personnes internes qui ont transitionné de Clarence vers MyBlend, ou vous avez des recrutements externes aussi? Alors, c'était surtout des recrutements externes, justement pour éviter de se laisser trop influencer par ce qui existe chez Clarence. Après, la petite vingtaine de personnes dont je te parle, c'est des gens qui sont dédiés MyBlend, mais on travaille aussi avec certains services support du groupe, comme l'IT, la compta, les RH, les bureaux. C'est la chance d'avoir un grand groupe. Et oui, exactement. Mais c'est intéressant, on en parlera un peu plus en détail. Ok. Et alors, pour qu'on situe un petit peu, donc MyBlend, aujourd'hui, ça a officiellement, depuis le lancement, donc 2 ans, un peu plus, bientôt, 2 ans et demi. Bientôt, c'était mai 2022. Mai 2022, ok, donc 2 ans et demi, une vingtaine de personnes dans l'équipe. En termes de canaux de vente, moi je suis curieux de savoir. Donc à la base, quand on a préparé l'épisode, moi je pensais que c'était pure player uniquement, mais en fait je crois que vous avez aussi d'autres canaux de vente, donc en l'occurrence en retail, si je dis pas de bêtises, et vous êtes placé aussi, si je dis pas de bêtises, dans certains hôtels. Exactement. C'est quoi un peu la strate l'écosystème. Le modèle de distribution, pour le coup, il est aussi très différent de la marque Clarence. Ouais. Il y a quand même une très grosse partie wholesale, un peu héritage du groupe, où on est commercialisé dans, comme tu l'as dit, des hôtels 5 étoiles, des cliniques esthétiques ou dermatologiques, des pharmacies et des parfumeries indépendantes et quelques grands magasins. On est présent par exemple au Bon Marché, chez Harrods au UK. Donc ce type de grands magasins. Et ça, tout le wholesale, c'est plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Donc ça reste très majoritaire. Et ensuite, on a une boutique flagship dans le Marais à Paris, qui représente à peu près 20% du chiffre d'affaires, et le site e-commerce, qui est un site unique, multidevise et multilingue, donc qui sert le monde entier. Ok. Et alors, on va parler des projets et des enjeux à venir tout à l'heure, mais le e-com vocation, place particulière, j'imagine, vocation de le développer plus que les autres, ou pas particulièrement? Pas particulièrement. D'accord. Tous les canaux ont la même croissance. À quasi 3 chiffres chaque année. On est vraiment dans une grande phase de développement et d'accélération. Donc tous les canaux à peu près à égalité. Ok, donc une vingtaine de personnes aujourd'hui, avec un mix de distribution assez équilibré entre wholesale, point de vente en propre, donc flagship, et e-com, donc D2C. Nous, on va parler particulièrement de la partie e-com, puisque c'est ce qui, je pense, intéresse les personnes qui écoutent ou regardent ce podcast. Donc, tu me dis l'équipe se crée avec des internes et des externes. Moi, j'ai une question qui me vient, et ça m'intéresse de creuser cette partie-là. C'est en gros, je pense que ça arrive assez souvent d'avoir des groupes qui lancent des marques, ou d'avoir des groupes qui intègrent des marques. Et tu as toujours une question tu te dis, c'est cool, je vais pouvoir capitaliser sur les forces du groupe, donc comme tu le disais tout à l'heure, en mutualisant notamment l'IT, les RH, etc. Et tu te dis en même temps, souvent tu as une ADN, enfin en tout cas la marque qui fait partie du groupe a une ADN un petit peu différente, et donc c'est quand même important de bien arriver à trouver son terrain de jeu et
et son espace d'expression. Mm. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? Vous êtes 100% indépendant? Vous êtes dans les mêmes bureaux que Clarins? Vous avez, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais les mains libres? C'est quoi le... Ouais. Donc déjà, financièrement, Ouais. on est 100% indépendant. Ok. On appartient à la famille Courtin, Ouais. qui possède aussi Clarins. C'est notre seul et unique actionnaire. Et ensuite, d'un point de vue opérationnel, donc comme je le disais, on partage les équipes support, mais par contre, on a nos propres équipes business, on va dire. Donc, on a une direction finance, ADV, logistique. On a notre propre direction marketing, on a notre propre direction commerciale et donc notre propre direction digital et e-commerce, celle que je représente aujourd'hui. Donc là-dessus, on est dans nos process, dans notre façon de travailler, on est assez indépendant. Moi, au e-commerce et digital, j'ai quand même un libre arbitre assez large. Je vais toujours essayer de m'inspirer et d'aller considérer les outils de Clarins, les prestataires de Clarins. À date, il s'avère que généralement, ce n'est pas adapté à notre modèle. Typiquement, en e-commerce, on a donc un seul site unique international, multidevise, alors que Clarins a une duplication de sites locaux en filiales. Donc, déjà, de base, on n'a pas du tout la même structure, donc on ne peut pas avoir le même CMS. Et ça, dès le début, on va parler d'ailleurs du CMS, mais ça, dès le début, c'est quelque chose que vous avez identifié ou vous êtes dit, OK, je commence, il faut, en gros, vous listez les choses sur lesquelles vous pouvez faire pareil que Clarins et d'autres où il faut vraiment que vous soyez différents En fait, à chaque début de projet, à chaque début de chantier, on va se poser la question. On va toujours essayer de capitaliser sur ce qui existe chez Clarins et qui peut être repris sur MyBlend, parce qu'il y a aussi des économies de coûts qui peuvent être importantes. Mais par contre, dans le cas où ce sont des outils, typiquement, je pense au e-commerce, on a quand même beaucoup d'outils et de prestataires. Là, pour le coup, les coûts ne sont pas toujours à notre avantage. Ouais, bien sûr. Il existe d'autres agences, d'autres prestataires qui ont une taille peut-être plus petite, qui sont plus agiles et qui sont aussi plus abordables. Ouais, ok. Et du coup, ça m'intéresse. C'est quoi les forces de lancer une marque en interne? Tu en as cité déjà quelques-unes. Tu vois, après, je te poserai les faiblesses ou les difficultés. Mais... en fait, la première, c'est qu'on n'a pas fait de levée de fonds. On a beaucoup de financement. On est soutenu de manière permanente par donc, Olivier Courtin, le fondateur, et toute la famille Courtin, d'un point de vue financier. Donc ça, honnêtement, ça t'enlève une charge mentale hyper importante quand tu lances et développes ta marque. Et tout ce temps que tu n'as pas à passer pour aller chercher des financements, tu peux le mettre au profit de la créativité, l'imagination, l'innovation, la réflexion. Donc, je pense que ça, c'est la force principale. En tout cas, nous, on l'a beaucoup ressenti comme ça. On a vraiment eu la chance d'avoir cet espace d'expression hyper grand et de pouvoir prendre le temps de construire la marque qu'on avait imaginée. Ensuite, bien sûr, on bénéficie de l'expertise d'un groupe installé avec des moyens aussi humains et un réseau qui est installé et dont on peut bénéficier. Donc, on rentre beaucoup plus facilement chez certains de ces wholesalers parce qu'on a l'image Clarins adossée à la nôtre. Et puis, l'expertise, le savoir-faire, les 70 ans de recherche et développement, on est formulé dans les laboratoires Clarins. Et ça, pour une marque de cosmétiques, c'est indispensable. Il y en a beaucoup des laboratoires qui produisent des produits cosmétiques, donc des laboratoires indépendants un peu partout, qui sont multimarques. La majeure partie de ces laboratoires ont des formules qui sont toujours les mêmes, peu importe la marque. Nous, on n'a pas du tout ce problème-là. Nous, on n'a pas juste acheté une formule sur l'étagère, comme on dit. On a vraiment formulé avec des expertes en formulation. On a souhaité que les peptides soient vraiment intégrés dans nos formules. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Mais quand on a ce labo qui a autant de savoir-faire et autant d'expertise et qui a testé déjà tellement de choses sur la marque Clarins, on peut en bénéficier. Donc, je pense que dans notre cas, il y a vraiment ces aspects-là qui nous ont beaucoup aidés et qui nous ont permis d'aller beaucoup plus vite. Tu disais tout à l'heure, donc du coup, le fait de faire partie du groupe Clarins, ça apporte du poids dans certaines négociations et accès à certains prestataires ou certains distributeurs ou autres.
Vous en servez en marketing, en argument marketing? Pas du tout, non. C'est jamais MyBlend by Clarins ou MyBlend, c'est très, très indépendant C'est sur... très indépendant, Ok. c'est volontaire. Ce sont deux marques complètement distinctes qui ne s'adressent pas à la même cible, qui n'ont pas le même positionnement, ni prix, ni image. Ouais. Donc, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, elles sont vraiment bien distinctes et on n'utilise jamais le nom Clarins pour faire de la publicité ou faire parler de nous dans nos campagnes. Ce qui etc. pourrait être un raccourci. Tu veux dire, en marketing, Ouais, potentiellement, tu... ou pas, hein, je pense. pas. L'idée, c'est que, il ne faut pas qu'on se cannibalise mutuellement. On adresse quand même des besoins consommateurs qui sont drastiquement différents. Ok. Et c'est plutôt d'aller chercher un marché qui, aujourd'hui, n'est pas adressé par Clarins. C'est ça qui est intéressant pour un groupe. Oui, bien sûr. C'est pas de se cannibaliser. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt et vice-versa. Hein. Je pense que Clarins n'a pas non plus d'intérêt à utiliser la marque MyBlend dans sa communication. Très intéressant. Donc, je pense que les forces sont assez évidentes. T'en as cité quelques-unes. J'imagine qu'il y en a d'autres sur lesquelles vous capitalisez encore aujourd'hui. Le nom, non. Du coup, en l'occurrence, en marketing, c'est intéressant. Et je trouve ça encore plus... cool, entre guillemets, d'avoir sa propre identité et de se dire, oui, entre guillemets, la grosse machine Clarins, mais on va faire 100, tu vois. Si on parle un peu des difficultés, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que des choses qui sont faciles, ça doit engendrer, j'imagine, certaines complexités. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, que vous avez rencontrées, l'équipe MyBlend, au moment du lancement, ou que vous rencontrez d'ailleurs encore aujourd'hui tu viens de le dire, hein, la machine Clarins, ça a plein de bons côtés et ça a aussi quelques lourdeurs, parce que c'est un groupe qui est très structuré, avec des process très rigoureux, des équipes un peu silotées. Donc, c'est combien de personnes aujourd'hui, Clarins, en France? En France, c'est... alors, au siège, on doit être 600. Okay. Et ensuite, il y a aussi quelques centaines au laboratoire, qui est à Pontoise. Ouais. Et on a encore quelques centaines dans les centres logistiques, qui est à Amiens. Donc en milliers... ouais, 1000 quelque chose. Ouais, donc c'est quand même gros, quoi, ne serait-ce que sur la France. Exactement. Okay. Et donc, en fait, il y a des process internes. Donc, notamment, tout à l'heure, on parlait des services supports comme l'IT, la compta ou les achats. Il y a des process en interne qui nous sont imposés et qui ne sont pas toujours pertinents avec notre réalité. Et donc, on est un peu obligé de passer par toutes ces étapes, de respecter un certain nombre de règles qui sont ultra rigoureuses, où je pense que d'autres startups se permettent plus de prendre des risques. Nous, on n'a pas tellement l'espace pour prendre des risques. On se doit de rester dans le cadre légal. Donc ça, je pense que c'est la première difficulté. D'ailleurs, dans tous ces projets, avec cette grosse machine Clarins, c'est pas toujours évident de faire passer le chantier MyBlend au-dessus de la pile, même si on finit par y arriver parce qu'on a tous des objectifs communs, mais c'est sûr que parfois, typiquement au laboratoire, quand on veut travailler sur une formule et qu'il y a un chantier Clarins et un chantier MyBlend, pour des raisons de chiffre d'affaires, le chantier MyBlend ne va pas toujours être prioritaire. Donc ça aussi, c'est pas toujours évident à naviguer au quotidien. Il faut avoir les codes d'une grande entreprise qui est installée avec tous ces process internes dont je parlais, qui peut avoir une certaine lenteur. Et en fait, les codes d'une grande entreprise, quand on a un esprit entrepreneurial, c'est pas toujours quelque chose d'évident chez tout le monde. Donc ça peut aussi créer... ah oui, tu vois de quoi je parle. Ça peut créer quelques incompréhensions ou quelques frustrations d'un point de vue humain. Et comment vous faites d'ailleurs sur ce point-là? Est-ce que du coup vous avez alors c'est vraiment pure curiosité, mais un traitement de faveur parce que justement Clarins sait ou comprend que vous avez en fait des enjeux parfois de vélocité ou que vous êtes à une échelle qui est différente, donc parfois il faut être un peu plus souple sur certaines règles, etc. Est-ce que il y a un traitement de faveur? Est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? Est-ce que tu as des dérogations sur certains trucs? C'est quoi un peu sur ce que tu as le droit de communiquer, évidemment? Je dirais pas qu'on a un traitement de faveur. Déjà, il faut peut-être aussi rappeler que le groupe Clarins, en fait, c'est que 2 marques. C'est Clarins et MyBlend. La famille Coursin
détient d'autres marques, mais qui ne sont pas intégrées au groupe comme nous le sommes. Et du coup, il n'y a pas de traitement de faveur dans le sens où il y a un décalage de taille qui est tellement énorme qu'il y a les sujets MyBlend d'un côté et il y a les sujets Clarins de l'autre. Ouais. Les sujets MyBlend, on a quand même la chance d'avoir un temps d'écoute et une place auprès du COMEX du groupe qui nous permet quand même de débloquer certaines situations, qui nous encourage à prendre des risques et à explorer des opportunités qui ne peuvent pas se faire sur Clarins. Donc ça, on essaye de le faire. Le COMEX nous soutient quand même beaucoup dans notre développement. Mais je ne dirais pas qu'il y a de traitement de faveur. Et après, c'est du relationnel avec nos collègues internes, d'essayer de leur donner les bons arguments pour montrer que nous travaillons tous dans le même but. C'est intéressant ce point. Moi, je pense que tu sais, mais j'ai bossé quelques années chez Google et Meta. Et Google, particulièrement, qui est pourtant connu pour être une entreprise extrêmement start-up, très... je ne sais pas si chaotique c'est le terme, mais en interne, tu as beaucoup de liberté sur ce que tu peux faire, etc. Ça reste quand même une boîte qui emploie plus de 100 000 personnes et avec énormément de process et de gestion. Et tu avais parfois ce côté un petit peu frustrant de te dire, à l'échelle d'une équipe en taille réduite, entre guillemets, qui veut avancer rapidement sur tes sujets, tu as un peu cette lourdeur administrative, tu dois passer par plein d'étapes de validation et parfois tu te dis genre c'est presque incohérent, tu vois. C'est exactement ça. Mais après, tu vois, dans l'autre sens, si tu te mets à la place de la grosse structure, tu comprends que tu peux pas, c'est compliqué d'avoir en effet ce traitement de faveur. En fait, t'embarques l'image de Clarins et parfois les risques juridiques vers le groupe. Donc, c'est là aussi où tu peux pas tout faire. Et c'est une entité juridique à part ? Oui, d'accord. Complètement. Okay. Et il y a un autre point peut-être que je voulais partager sur les difficultés qu'on a rencontrées dans le cadre du lancement d'une marque. Alors, je suis pas sûre que ce soit vraiment spécifique au fait que cette marque elle a été lancée au sein d'un groupe, mais elle peut peut-être parler à certains de tes auditeurs et de tes auditrices. En fait, c'est le décalage entre quand tu penses ta marque de manière purement théorique et que tu l'as pas encore commercialisée et quand tu es enfin face à ton client. Et l'exemple que je voulais prendre, c'est notre complément alimentaire. Donc, ça s'appelle le Nutri. Et en fait, avant le go-to-market, on a imaginé ce complément alimentaire comme étant fidèle à nos convictions, testé cliniquement, parce que tous nos produits sont testés par des tests cliniques et des tests consommateurs. Donc, testé cliniquement pour son efficacité, avec des résultats extraordinaires sur le cycle de production du collagène, mais sans collagène en tant que tel dans la liste des ingrédients. Et en fait, aujourd'hui, même en 2022, le complément alimentaire, s'il n'a pas de collagène, personne n'en veut. Et en fait, tu es face à ta cible. Tu te dis, mon produit, il est génial, il va révolutionner le marché, il est testé cliniquement, tout le monde va l'adorer. Et en fait, pas du tout. Alors que c'est un des 4 piliers de la marque. Donc, c'est très important qu'il reste là. Dans notre histoire, il apporte beaucoup de parler de beauté de la peau de l'intérieur. Et là, en fait, il faut je crois que je l'ai précisé tout à l'heure, mais il faut continuer de se poser des questions, même une fois qu'on a lancé la marque, et réfléchir à comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire de ce produit dans lequel on croit énormément pour qu'il trouve son public. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. Et du coup, tu as des cycles, je pense, de feedback marché et itération derrière qui sont très rapides, quoi. Alors, ils sont rapides, mais en fait, ils s'inscrivent dans le temps. Parce que tu vois, 2 ans plus tard, on est encore en train de se poser des questions de est-ce qu'on met du collagène dans notre Nutri ou est-ce qu'on reste sans collagène et on est fidèle à tout notre concept initial. Il y a peut-être aussi un moment où on se dit comment est-ce qu'on peut éduquer nos clients
pour comprendre que d'ingérer du collagène ne va pas produire du collagène. Ouais. Il faut plutôt prendre de la vitamine C. Et la vitamine C, elle a un réel impact dans le cycle de production du collagène de son propre corps. Vous êtes passé il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois maintenant, si je ne dis pas de bêtises, sur Shopify. Ouais, il y a 3 mois. Il y a 3 mois, bravo. Merci. Je sais, alors le dernier épisode que j'ai fait ici avec Grégory Perrin de Okara, on a parlé justement un peu de Shopify versus d'autres régies, d'autres CMS, pardon, merci. Et eux, ils sont sur PrestaShop et ils ont toujours été sur PrestaShop et grand défenseur de PrestaShop, même si on a beaucoup parlé de ça, c'était intéressant. Il comprend les plus qu'il peut y avoir sur Shopify, etc. Enfin bref, je t'invite à écouter l'épisode. Tu l'as déjà fait, il est très intéressant. Mais du coup, avant, vous n'étiez pas sur Shopify, vous étiez sur quel On était sur WordPress. Sur WordPress. Ouais. Aïe. Et du coup... Ah oui. J'imagine que passer justement dans le cadre d'un groupe comme Clarins, passer, ou un groupe de manière générale, passer de WordPress à Shopify avec tout ce que ça implique, ça ne va pas être une mince affaire. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, sacré projet, sachant que Clarins est sur Salesforce Commerce Cloud, donc pas non plus sur un WooCommerce. En fait, ce précédent site, il avait été construit du coup avant que le fameux go-to-market de 2022 et il avait été pensé pour un modèle qui n'était plus celui dans lequel la marque était quand moi je suis arrivée en 2023, donc 1 an plus tard. En fin de compte, la première année de commercialisation d'une marque, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de remises en question. Et en fin de compte, ce site, il avait été pensé un peu sur le modèle Clarins finalement, avec une duplication en sites locaux. Donc quand je suis arrivée, il y avait déjà un site UK pour le marché Grande-Bretagne et un site qui était dit international, mais que en euros et que anglais-français. Je reviens, pardon, je t'ai pas posé cette question il en préambule, mais c'est intéressant pour qu'on comprenne mieux. MyBlend aujourd'hui, donc c'est pas que France. Ah oui, non, il y a une présence internationale. C'est quoi les pays dans les grandes lignes Alors, en physique, principalement des pays européens. Donc là, il y a le UK, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et bien sûr la France. Mais il y a aussi le Canada. Historiquement, on est au Ritz Toronto depuis très longtemps. Cool. Et par contre, en online, on ship dans plus de 40 pays dans le monde. D'accord. Et France, ça représente une grosse partie ? Ouais, la France, sur le e-commerce, c'est 60-65%. D'accord. Le UK, on va dire, c'est 10%. Et les US, c'est 10%. Ok. À peu près. Très bien. Mais donc, du coup, à cette époque-là, on avait déjà à peu près cette répartition, offline-online, à l'international. Et on avait une vraie volonté de passer sur un site multidevise et multilingue. Déjà, de 1, pour être beaucoup plus agile, flexible, mais aussi autonome. Et de 2, pour baisser les coûts. Et donc, on a étudié la possibilité de rester sur un WordPress pour ne pas complètement déconstruire ce qui n'était finalement pas si vieux. On a aussi étudié l'option Salesforce Commerce Cloud et on a bien sûr étudié Shopify déjà parce que moi je connaissais Shopify, j'avais fait une migration quelques années auparavant chez Forêt-Lepage. Et de ce que je savais, en termes de multi-currency, Shopify était quand même très bien armé avec son Shopify Market, qui est arrivé en France 2023, quelque chose comme ça, donc peu de temps avant que moi je rejoigne l'aventure MyBlend. Et donc, je suis passée devant le COMEX, j'ai fait tout un pitch. C'est un peu comme un appel d'offres, j'imagine, où j'explique tous mes arguments de pourquoi est-ce qu'il faut changer d'écosystème digital pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Et le choix de Shopify, il s'est fait assez facilement. En fait, en termes de coûts, honnêtement, c'est assez imbattable. Et toi, tu as proposé du coup différentes options les 3, WooCommerce, Shopify et Salesforce. Et tu avais une préférence Shopify oui, de loin. Donc, tu as recommandé... Ouais. Tout de suite, en fait, j'ai recommandé Shopify. On ne laisse pas planer le mystère, il faut aller vite. Devant un COMEX d'un groupe comme celui-là, tu n'as pas beaucoup de temps d'attention. Et pourquoi Shopify particulièrement ? Donc, le coût. Quand même de loin le meilleur. Beaucoup de fonctionnalités natives qui me plaisaient. Moi, je voulais sortir du ultra custom parce que c'est une marque où, n'importe quelle marque qui se lance, elle est tellement en perpétuel changement, en perpétuel mouvement qu'il faut être capable de suivre et donc d'être agile et de pouvoir changer les choses hyper facilement. Sur le WooCommerce qu'on avait,
tout était tellement ultra custom que dès que je voulais remplacer un produit par un autre dans le programme de fidélité, je devais faire appel à un développeur. Ouais. Et moi, je travaille pas comme ça. C'est pas ma méthode. Ça prend 3 mois, ça coûte de l'argent et ça ne correspond pas à notre réalité. En fait, on est une marque qui cherche à être rentable le plus vite possible, qui a envie d'être agile, qui a envie de répondre au marché. Et donc, il fallait qu'on ait des fonctionnalités natives basiques du e-commerce. Je parle pas de fonctionnalités démesurées, mais juste du natif le moins cher possible, tout en étant hyper performant. Il faut dire Shopify, quand même, il n'y a pas de downtime, il n'y a pas de maintenance. Cet épisode est sponsorisé par Shopify. Moi, je suis une grande fan de Shopify, tout le monde le sait. C'est aussi... C'est faux, il n'est pas sponsorisé. Mais c'est aussi le CMS sur lequel tu peux migrer en 3 mois. Ouais. Enfin, typiquement, mon projet, il a duré 4 mois. Mais en soi, il y a assez peu de CMS sur lequel tu peux migrer, surtout d'un WooCommerce ultra custom, si rapidement. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'on a choisi Shopify. Tu prêches un convaincu. Moi, je suis... on bosse avec... petit aparté, on bosse avec pas mal de marques sur la partie e-commerce. Et je pense qu'on a... alors, je ne sais pas si on peut en tirer des conclusions. Mais force est de constater que les marques avec lesquelles on arrive le mieux sur la partie e-com ads, la grande majorité sont sur Shopify. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis un grand fan de Shopify, de tout l'écosystème qu'il y a. Enfin bref, on va pas faire l'apologie de Shopify. Après, moi, je ne suis pas une ayatollah de Shopify. Enfin, je ne pense pas que toutes les marques devraient y aller. Il se trouve que pour MyBlend, c'est intéressant parce qu'il y a cette dimension internationale malgré des petits volumes. Et il y a aussi une approche qu'on appelle le commerce composable qui commence à faire sa place, qui est quand même assez intéressante avec Shopify. Donc, grâce à toutes ces apps que tu peux installer, désinstaller. Et en fait, à partir du moment où tu as ta brique centrale, tout ce qui est autour, et en fait, tu gardes ton socle et tu n'as pas besoin de tout défaire. Ouais. Et ça, c'est quand même assez cool. Je ne suis pas sûre que sur un PrestaShop ou un Magento, tu aies autant d'agilité d'en brancher, débrancher d'autres outils. Il y en a qui arrivent pas mal, mais je pense que ça demande plus de savoir-faire technique. En fait, il faut avoir soit des devs, il faut avoir soit une agence, il faut avoir... Et du coup, c'est en effet peut-être un petit peu moins agile, mais par contre, ce que je peux voir, et après 90% des besoins que tu peux avoir en e-com sur un Shopify sont couverts par un Shopify, mais dès que tu vas aller dans du custom, tu as quand même des limites. Après, je suis pas dev, donc mon expertise s'arrête là. Mais ouais, ça reste un bon CMS. Donc Shopify, tu présentes ça au Comex. Je pitch en mars. Ouais. Et en fait, j'avais préparé tout mon appel d'offres avant le pitch. Okay. Donc, j'avais déjà sélectionné mon agence. Enfin, j'avais déjà tout de prêt. Il me manquait plus que le feu vert du Comex et go. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Je sors du Comex, du pitch au Comex. J'annonce à l'agence que j'avais retenue que c'est bon. Et donc, on a démarré fin mars et on a sorti le site fin août. Ok. Ce qui fait 4 mois. Oui. Ok. Ouais, 4 mois de projet. Ça va. Bah, c'était chaud. Ouais, j'ai pas pris de vacances cet été, mes équipes non plus. Mais on est hyper contents. Là, on a 3 mois d'historique dessus. Honnêtement, ça n'a rien à voir en termes d'administration du site. C'est quand même beaucoup plus fluide, vachement plus rapide. C'est plus simple. Le taux de conversion, il est tellement meilleur. Le temps de chargement des pages aussi. On en a profité pour mettre un petit coup de pinceau en front à l'UX, même si on n'a pas tout révolutionné parce que c'était pas l'idée. Et rien que d'avoir du multi-devise, donc c'est-à-dire du GBP pour le UK et du dollar américain pour, en gros, le reste du monde hors Europe. Rien que ça, en fait, on voit que nos clients à l'international, ça leur parle plus et ils sont moins freinés, il y a moins de friction lors de leur commande. En parlant de friction, tu as eu des obstacles que tu as dû surmonter pour faire cette migration? Ouais. Au-delà de convaincre le Comex Mais honnêtement, convaincre le Comex, je le mettrais même pas dans la case complexité parce que ça s'est très bien passé. Okay. Et je suis vraiment très touchée et reconnaissante de la confiance qu'ils m'ont accordée à ce moment-là
parce que C'est j'arrivais quand même C'est avec... quand même un sacré chantier. Hein, tu dis, Ouais, et puis c'était peu de temps après le lancement du premier site, donc je suis très contente. Et là, il nous manque vraiment plus qu'à prouver que c'était la bonne chose à faire. Mais en termes de chantier complexe, honnêtement, il y en a eu quelques-uns. Je peux peut-être te parler donc cette architecture internationale en multidevise et en multilingue. Elle nous a donné beaucoup de fil à retordre. Je pensais que c'était simple avec Shopify Market. En fait, j'avais jamais vraiment touché du doigt Shopify Market. Et une fois que j'étais dedans, les taxes à l'international, mon Dieu. Shopify, si vous nous écoutez, il faut vraiment vous améliorer là-dessus parce que c'est pas encore tout à fait au point. Et sponsoriser ce podcast également. Les taxes, vraiment pas simples du tout. Surtout qu'on a embarqué un prestataire qui s'appelle Global pour gérer la traduction donc dans les différentes langues par de l'IA. Et en fait, ce prestataire, il a besoin d'un certain setup de Shopify Market qu'on n'avait pas envisagé et qui a mis un peu le bazar dans ce qu'on voulait faire. Donc ça, c'était vraiment difficile. Et sur la partie traduction, donc toujours avec Global, en fin de compte, j'ai 2 versions de langue en anglais. J'ai une version britannique et j'ai une version américaine. Et en fait, d'un point de vue SEO, j'ai désactivé les redirections, mais du coup, j'ai 2 versions d'anglais. Mais en fait, dans certains cas, je gère qu'une seule version d'anglais, par exemple au CRM. Okay. Et donc, quand il faut mettre un lien de redirection en anglais, lequel tu mets? Le UK ou le US? Donc ça, c'est... D'ailleurs, on n'a toujours pas dénoué ce chantier. Ça reste une petite inconnue. Je doute qu'on soit les seuls à avoir ce type de challenge. Mais c'est vrai que j'ai perdu quelques cheveux à essayer de comprendre comment est-ce que tout pouvait être fluide. Enfin, tous les flux pouvaient être fluides. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à m'écrire. À écrire à Claire directement. Ouais. Et donc, donc ça, un peu complexité. Est-ce que tu as eu des sujets d'un point de vue légal, juridique ou... Ouais. En fin de compte, au départ, quand j'ai eu le feu vert sur Shopify et que j'ai commencé à travailler sur le contrat, je suis obligée de passer par la direction juridique du groupe, qui a quand même repéré 2-3 petites faiblesses dans le contrat Shopify, notamment en termes de RGPD, qui n'a pas été facile à faire approuver, même si on y est arrivé. Et ensuite, j'ai cette petite anecdote qui me fait un peu rire, même si sur le moment, ça ne m'a pas fait rire du tout. C'est que 3 jours avant le Go Live, c'était le jour de mon anniversaire même, j'ai un no-go de la DSI parce que la politique de mot de passe des comptes utilisateurs de Shopify ne respecte pas la CNIL. Mais non. C'était horrible. Et en fait, juste parce que le mot de passe de Shopify accepte que 7 caractères, j'avais pas le droit de lancer mon site. Wow. Et donc là, on rentre dans des discussions qui sont allées très très haut, jusqu'au COMEX, pour nous laisser migrer malgré ça. On a quand même, entre-temps, réussi à mettre une petite couche de JavaScript en front pour pouvoir ajouter de la complexité et donc respecter la CNIL. Malgré tout ça, ça a engendré quand même d'autres gros chantiers qui verront le jour en 2025 pour repenser complètement le compte client et donc ce fameux mot de passe qui va disparaître et va être remplacé par des liens magiques. On entend de plus en plus... Tu vois ce que c'est, les liens magiques ou pas? Non. En gros, c'est quand, pour te connecter à ton compte client, tu rentres ton adresse mail, le système te reconnaît et t'envoie un code par mail. Ok, je vois. Et en fait, tu n'as plus de mot de passe. Ça n'existe plus. C'est niche comme point spécifique, mais c'est... Ouais, mais ça empêche une migration. Je découvre... Enfin, ça a failli empêcher une migration. Tu vois, je le saurai. Je le saurai à l'avenir. Ok. Si ça te va, on parle un petit peu donc on va parler un petit peu de votre strat marketing, et ce qui m'intéresse, c'est notamment donc il y a plein de choses qui m'intéressent dans la strat marketing, mais particulièrement le contenu. Je sais que le contenu, c'est un gros sujet, particulièrement dans votre industrie, et encore plus particulièrement dans le domaine du luxe. Comment vous faites première question, déjà, est-ce que vous capitalisez sur le contenu, sur les ressources que vous avez côté Clarins? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Okay. On a notre propre DA, notre propre charte graphique. On a une équipe dédiée au sein de la direction marketing qui s'occupe de toute la production de contenu.
on est quand même influencé par des inputs du COMEX, notamment dans le choix de ce qu'on appelle les contenus incarnés. Donc, dès que tu as du mannequin, là-dessus, on est quand même assez influencé. Il y a beaucoup d'inputs. Mais je pense qu'en termes de contenu, on est encore en train de se chercher. Il y a certaines campagnes qui ont été produites. Je vais prendre l'exemple de la campagne de Noël qui vient de se terminer, qui a été un vrai succès, qui a vraiment fonctionné sur tous les canaux. Mais c'est un peu la première campagne d'un point de vue 360 qui a vraiment comblé les cœurs de tous. Avant ça, on se cherche encore un peu parce que d'un côté, il faut avoir une ligne éditoriale ou graphique hyper léchée, très très luxe, sans aucun défaut, pour les hôtels 5 étoiles par exemple. Mais il faut aussi, pour performer en acquisition et en e-commerce, avoir des contenus plus authentiques, plus naturels, comme s'ils étaient filmés à l'iPhone. Et donc, le pont entre les deux, il n'est pas évident à trouver. Mais je pense qu'il est évident à trouver pour personne. Hein. Pour personne, je te rassure. Je ne crois pas que ce soit un problème lié à MyBlend, mais en tout cas, on ne capitalise pas du tout sur ce que fait Clarins et leur manière de produire le contenu. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ils font. Nous, on a des shootings à nous. Il y en a plusieurs dans l'année. Il y a des shootings donc incarnés et il y a des shootings qu'on appelle des content factory, donc plus en nature morte. Et après, je me suis essayée cette année à produire du contenu spécifique pour l'acquisition avec Rhodes. Donc, on a essayé des petites choses. C'était la première fois qu'on faisait ça. Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, on est parti de quoi est-ce qu'on a besoin comme contenu pour les diffuser en social ads. Ouais. Et à partir de là, en fait, on a remonté le fil à l'envers pour produire ces fameux contenus. Alors qu'avant, c'était tu produis et ensuite tu essaies d'adapter Alors qu'avant, je prenais les contenus très léchés, très lisses de la com plus institutionnelle et je les déclinais pour en faire des versions que j'utilisais en acquisition, en CRM ou sur le site. Ouais. Là, on a essayé de prendre le pli à l'envers. Il y a quelques petites choses qui ont bien marché. Typiquement, on a tourné des vidéos un peu face cam qui font très authentiques sur l'utilisation du masque LED et qui avaient des bons click rates et des bons hook rates. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas marché du tout. Et je pense que c'est pareil, on n'a pas non plus trouvé encore la formule magique. Et je pense que c'est aussi quelque chose de normal et qui s'inscrit dans un temps long, de faire des itérations à répétition jusqu'à trouver ce qui marche. En plus de ça, on a quand même des produits qui sont vraiment très différents entre du skincare plutôt classique et un masque LED qui prend déjà toute la place sur le visage, qui est rouge. Donc voilà, je pense que on ne sait pas encore trop comment est-ce que où est-ce qu'on veut aller, ni comment on va y aller. Mais par contre, on prend étape par étape pour essayer de co-construire aussi pour que autant la com institutionnelle et nous au e-commerce, on trouve des bons compromis qui répondent à nos enjeux respectifs. Et je suis assez persuadée que ça existe. Parfois, j'entends des personnes qui nous disent « Ah, mais sur le e-commerce, c'est des contenus qui ne sont pas beaux, qui ne font pas luxe, qui ne donnent pas envie. » Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis assez persuadée qu'on est capable de faire de l'authentique tout en étant esthétique. Il faut juste réussir à le faire. C'est joliment dit. Je pense que tu as soulevé à 2 points qui sont très intéressants. Je rebondis parce que la créa, on en fait beaucoup et du coup, ces problématiques que tu évoques, on les rencontre très régulièrement. On avait une stat qu'on avait sortie, je pense que c'est sur les créas en moyenne qu'on produit. Je ne sais plus le chiffre exact, donc je ne vais pas te dire de bêtises, mais pour 10 créas sorties, tu en as 1 ou 2 max qui sont des créas qui fonctionnent. Donc ça rejoint ton point de dire, en fait, tu as quand même... il faut tester en continu et même quand tu penses avoir trouvé entre guillemets un angle ou un axe de communication qui fonctionne, c'est pas dit qu'il fonctionnera encore dans un mois, dans 2 mois, etc. Donc cette logique de testing continu, elle est ultra importante. Mais pareil, pas que en ads, pareil en organique ou de manière générale. C'est très énergivore aussi de produire tout ce contenu. Et je pense que là, l'année 2024, elle a été quand même très occupée par la migration Shopify. L'année 2025, elle va être pas mal occupée par des chantiers CRM. Et en fait, le contenu doit s'intercaler entre tout ça
Et comme tout le monde ne l'a pas en top priorité de sa liste de chantier, c'est peut-être aussi pour ça que ça prend autant de temps. Ouais. Si je m'y consacrais à 100% avec mon équipe formidable, on irait sans doute plus vite. Je pense qu'on produirait plus, on serait plus agile aussi. Mais comme ce n'est pas le seul et unique chantier sur lequel on travaille, ben forcément, tout ça prend du temps. Ouais. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est la manière de communiquer, notamment particulièrement e-com. C'est vrai que tu as eu toute une trend pendant un moment en disant, en gros, il y a même aux US un gars qui fait sa com sur ça, il appelle ça Ugly Ads. Il dit, en fait, pour vendre, il faut faire du moche, tu vois. Et donc, c'est des trucs qui sont... C'est un peu tiré par les cheveux, je pense, c'est volontairement provocateur. On a fait un épisode avec Nielsen, que tu connais, oui. qui s'occupe de la partie créa chez nous, où justement, sur la creative stratégie et tout ce qui touche à ça. Et lui, ce qu'il disait justement que je trouvais intéressant, c'est qu'en fait, ce qui prime, c'est pas tant le format en tant que tel, c'est en gros quel type de contenu consomme ton audience. Et si ton audience, elle est très luxe, et qu'en fait, son quotidien, c'est d'aller regarder, d'être dans des beaux hôtels, d'aller consommer du contenu qui est justement un peu plus qualitatif, d'aller regarder des magazines, je sais pas, du Vogue, ce type de choses, et qu'en fait, ta cible est sensible à ce type de contenu, mais en fait, lui servir du contenu tourné à l'iPhone, super organique, ça va pas non plus être 100% pertinent, tu vois. Et je pense que le plus dur, c'est de pas tomber dans l'écueil de se dire c'est du e-com, alors je fais des trucs qui sont promotionnels, UGC, ultra, tu vois, agressifs, etc. Parce que ça ne va pas forcément que servir ta marque, tu vois. Et je pense que l'entre-deux est pas facile à trouver. Exactement. Et particulièrement dans le domaine du luxe et du premium également, parce que c'est les mêmes enjeux. Donc, je te rassure, c'est la problématique de toutes les marques qui ont cette notion d'ADN de marque. Là, on parle de qualité, mais il y a aussi une notion de quantité. 100%. Je pense que c'est pas facile pour nous, qui sommes quand même pas nombreux, de produire autant de contenu que ce qu'on a besoin. Enfin, typiquement, en social ads, je pense qu'on n'est pas les meilleurs à avoir plein de concepts, plein de déclinaisons. En fait, on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a, parce que la quantité est aussi un sujet. Aujourd'hui, donc tu disais très indépendant de Clarins sur la partie contenu, DA, marketing, etc. Donc il y a zéro droit de regard sur ce qui sort de MyBlend par Clarins. Il n'y a pas une validation Zéro. Ok. La seule validation qu'il peut y avoir, elle est au niveau du COMEX. Et sur les réseaux sociaux organiques? Pareil. Et ça, du coup, c'est quoi un peu la strat? C'est typiquement, vous faites du TikTok, vous faites de l'Insta Ouais, on est sur Instagram, c'est notre plateforme principale. Ouais. On fait un peu de TikTok. On a ouvert le compte il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et pour le moment, c'est à peu près tout. Il y a eu un moment où on s'est intéressé à Pinterest. Je pense qu'on n'abandonne pas tout à fait l'idée. Mais c'est pareil, il y a une notion de bande passante, on ne peut pas être partout. Voilà, en termes de réseaux sociaux organiques. Et alors, du coup, justement, donc on en a un peu parlé, mais vous faites du contenu purement e-com, donc des trucs où ça passe pas, tu vois, je reformule la question. Est-ce que vous faites du contenu purement e-com, genre typiquement des UGC ou des trucs qui sont très... ce que tu peux voir chez les DNVB qui font un truc qui ont pas cette problématique d'image de marque? Ouais, on fait de l'UGC. Ok. Ouais. Et dans quelle mesure, en gros, la DA va venir un peu filtrer ce type de contenu? Tous les sujets contenus sont complexes à aborder parce qu'elles réunissent des équipes qui n'ont pas exactement les mêmes enjeux. Nous, au e-commerce, on a un enjeu de chiffre d'affaires et donc de performance. Et à côté, nos collègues du marketing ont un enjeu d'image très fort. Et c'est pas si facile, comme on vient de le dire, de trouver le bon équilibre entre les deux. Donc tous les enjeux de contenu sont vraiment sensibles. Après, sur la partie UGC, en fait, c'est surtout le côté casting qui est pas simple, parce qu'il faut... alors, je vais dire jeune femme, même si on s'adresse aussi à des hommes, mais donc une jeune femme qui n'est finalement pas si jeune, ni si mature non plus... qui présente bien. Qui va être dans un lieu, comme tu l'as dit, style hôtel de luxe, dans une très belle salle de bain.
qui présente les produits d'une certaine manière, mais il faut que ça fasse naturel, mais en même temps, il faut aussi qu'elle utilise... Donc, on a par exemple un petit outil qui s'appelle le gua sha, qui est du quartz rose pour appliquer les produits. C'est un geste très élégant. Ça évite de mettre les doigts dans le pot. Ouais. Et en fait, de demander à quelqu'un de faire ça face cam, à première vue, c'est pas hyper naturel. Ouais. Donc ouais, non, je peux pas te dire que ce soit des sujets simples. Ça reste compliqué, mais de l'UGC, on en fait en organique, on en fait aussi un peu en paid. Je pense qu'on a encore un boulevard devant nous sur comment est-ce qu'on pourrait l'amener un cran plus loin. Mais encore une fois, tout est une question de bande passante et de temps qu'on peut dédier à ce type de projet. Si on parle un petit peu plus de la Straticom, comme tu sais, moi, c'est un sujet qui me passionne. Je sais que vous avez mis en place quelques pratiques qui sont très DNVB, tu vois. Je pense notamment au diagnostic, qui est très cool d'ailleurs, et assez unique en termes d'expérience utilisateur. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles, du coup, que vous arrivez à intégrer dans cette strate, justement, tout en gardant ce prisme très premium, très luxe, et si oui, comment? Ça m'intéresse de savoir un petit peu. Alors, le diagnostic de peau, c'est vraiment... tu as raison d'en parler parce que c'est un outil fondamental dans notre offre de marque. Déjà, contrairement à d'autres diagnostics de peau, c'est un algorithme unique qui est boosté par l'IA. C'est une prise de photo qui analyse ton visage. Et ça, c'est associé à une série de questions lifestyle pour prendre en compte tes préférences. Et ça donne un résultat, donc une routine qui t'est recommandée à un instant T. Et l'idée, c'est de refaire ce diagnostic autant de fois que nécessaire. Et la réponse de la routine va toujours s'adapter au moment dans lequel tu es. Donc ça, c'est vraiment notre concept de marque que j'expliquais tout à l'heure. Effectivement, le diagnostic de peau, honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur sur le marché. Il est très, très poussé. Mais c'est pareil, on ne l'utilise pas à son plein potentiel. Et ça fait tout à fait partie de notre stratégie dans les mois à venir, c'est de vraiment l'intégrer encore plus dans toute l'expérience utilisateur du début à la fin et cross-canal. C'est-à-dire que même en boutique, on fait réaliser ce diagnostic de peau avant un soin et on essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on peut vraiment le faire adopter par nos clientes pour d'elles-mêmes, elles aient envie de le refaire. Ok, très intéressant. Le diagnostic, c'est vrai que tu en vois beaucoup. Je dirais que c'est très démocratisé aux US, ça l'est beaucoup moins en France, mais ça commence dans la cosmétique, je pense que c'est l'industrie où il y en a le plus. On commence à en voir sur d'autres secteurs, typiquement dans la mode, typiquement dans la lingerie aussi. Il y a notamment la lingerie menstruelle. Il y a une marque que j'aime beaucoup qui fait ça très bien, qui a un diagnostic qui s'appelle Moods. Je connais pas. Et en gros, c'est beaucoup utilisé en acquisition. Parce que, en fait, c'est ce que j'allais dire. Chez nous, tu vois, il n'est pas utilisé en acquisition. Et c'est peut-être à tort. Donc, par choix ou... Non, justement, pas par choix. Dans les mois qui viennent, on va vraiment travailler sur la notion de la capture de la data. Parce qu'aujourd'hui, on ne capture pas la data. Donc, c'est plutôt un service qu'on rend à nos clients qu'un outil. Tu n'as pas besoin de donner ton email pour... Tu n'es pas obligé, non. Tu n'es pas obligé, ok. Et surtout aussi de pouvoir stocker les réponses et de les afficher dans le compte du client pour qu'il se rappelle aussi le client de quand est-ce qu'il a fait son diagnostic, de quels produits lui ont été recommandés et qu'il puisse voir l'évolution. J'invite tous les auditeurs et les auditrices à aller le faire. Il se trouve sur la homepage de myblend.com. On mettra les liens. Mais il est hyper intéressant parce qu'il analyse le visage sur 11 critères comme l'hydratation, la profondeur des rides, l'éclat, les cernes, les points noirs. Et c'est vraiment chouette de voir tous ces critères évoluer dans le temps. Et il te faut un bon appareil photo ou tu peux le faire avec... Tu le fais avec la front caméra de ton iPhone. D'accord. Donc si tu as un téléphone un peu claqué, ça marche pas. Ça marche, mais c'est sûr que ce sera moins précis. Ouais, ok. On n'a pas parlé d'ailleurs, mais on parlait d'emailing et de CRM. Vous utilisez quoi comme outil, si tu partages Alors, on est en pleine réflexion de refonte de tout l'écosystème CRM. Donc, je me suis attaquée d'abord au site e-commerce en 2024. Et Bien là, sûr. Vraiment, c'est le moment, c'est le momentum du CRM.
Je peux pas encore te dire quelle architecture on va valider, parce que ça fait partie prenante de toutes nos discussions du moment. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un outil type une CDP pour pouvoir stocker toutes les informations du diagnostic de peau, parce que ça fait beaucoup de champs. Il y a quand même 11 critères liés à la photo, plus 11 réponses aux questions lifestyle, plus les produits recommandés, et ça avec une notion de date pour pouvoir le démultiplier autant qu'on veut. Donc, on n'a pas suffisamment de champs dans Shopify pour stocker tout ça. 11 fois le nombre de produits, ça fait beaucoup d'éventualités. Ça fait beaucoup de champs. Du coup, je suis en train de réfléchir à pouvoir stocker tout ça dans une CDP externe. Cette CDP qui servirait aussi à brancher la partie omnicanal. Donc, aujourd'hui, tout ce qui se passe en boutique, à la boutique flagship dans le Marais à Paris, et plus tard dans une autre, puisqu'il y a quand même des projets d'ouvrir d'autres boutiques en retail, et ben, elle est transparente pour nous en CRM. On la reçoit pas, on reçoit juste une toute petite partie, mais par exemple, on ne reçoit pas l'historique d'achat des clients, ce qui est quand même un peu dommage. Donc, j'aimerais bien avoir un peu un nœud central dans lequel toutes ces datas viennent se stocker, sur lequel on branche un marketing automation qui permet de déployer des emails, dans lequel on utilise ou on capitalise sur le diagnostic de peau et qui est bien sûr aussi évidemment branché à Shopify. Donc ça, c'est le gros chantier du moment. Gros chantier data, quoi. On n'a pas parlé de fidélité, mais le programme de fidélité, c'est aussi un enjeu majeur. On a beaucoup régressé en termes d'UX en passant sur Shopify, parce qu'il y a quand même des contraintes liées au checkout de Shopify, le nouveau checkout qui s'appelle Function, si jamais tu en as entendu parler. Qui permet en fait de burner ces récompenses fidélité vraiment à la dernière étape du checkout de Shopify. Pour autant, tout le monde sait que le checkout de Shopify, c'est une boîte noire dans laquelle aucun développeur ne peut mettre les mains. Mais là, ils ont testé des trucs et en fait, sur le programme de feed, pour nous, ça ne fonctionne pas. Il y a trop de régression en termes d'UX et donc on a besoin d'adresser ça le plus vite possible. Il fallait qu'on migre et qu'on lance le site, donc on a accepté cette régression, mais là, dès début 2025, ça fait partie prenante des chantiers à venir. Vous avez beaucoup de repeats sur votre Ouais, on est à 20% déjà. En 2 ans d'historique, je trouve que c'est assez chouette. Sur tous les types de produits ou certains en particulier? Surtout sur le skincare. Je pense qu'il y a aussi un enjeu de faire convertir les acheteurs du masque LED vers de la skincare et vice-versa. C'est une porte d'entrée? Ça devrait être une porte d'entrée parce qu'il y a vraiment une synergie en fait entre les deux, entre la tech et le soin, qu'on essaye vraiment d'installer en tant que marque. Il faut aussi se dire que la cible de Myblen, c'est des personnes qui sont très aguerries, qui sont expertes de la cosmétique, qui sont souvent fidèles à une marque. Et donc de les défidéliser en quelque sorte pour les faire venir chez nous, même si elles adorent le masque LED, c'est pas quelque chose qui est si simple. Ça prend du temps, quoi. On a parlé un petit peu de la strate contenu, donc on est rentré, on a touché du doigt le social ads. C'est quoi, dans les grandes lignes, les sources d'acquisition que vous avez pour la partie e-commerce? De loin, c'est le search sur Google, autant le paid que l'organique. Je crois que eux deux réunis, c'est quasiment 50% du chiffre. Et ensuite, c'est partagé. On a quand même pas mal de directs. On a un peu de réseaux sociaux organiques, un peu de CRM, un peu de social ads. SEO, vous en faites aussi? Ouais. Et ça, c'est une équipe en interne ou c'est... On a une agence qui nous accompagne et sinon, c'est moi et mon équipe. Mais par contre, le SEO, on le fait que en France pour le moment. On va s'attaquer, je pense, au marché UK et US dans les mois qui viennent. C'est quoi? Alors, je pense qu'en vrai, on a couvert quand même pas mal des sujets que je voulais aborder, donc c'est intéressant. J'en ai quand même quelques dernières pour toi. C'est quoi les grands projets de la marque dans les mois / années à venir? T'en as mentionné certains. Ouais, l'écosystème CRM, ça va être le gros morceau du premier semestre 2025. Il y a des chances qu'on refonde entièrement et qu'on accueille des nouveaux prestataires. Donc sur la fidélité, sur la CDP, sur le marketing automation, potentiellement WhatsApp, l'omnicanalité. Ça va vraiment couvrir, je pense, une bonne partie de la première année la première partie de l'année 2025. Et j'intègre là-dedans le diagnostic de peau dont on a parlé. Après, il y a l'international, évidemment. Aujourd'hui, la France est très importante et on va continuer, bien sûr, de travailler l'acquisition, la conversion
sur la France, mais je pense qu'il y a aussi d'autres territoires géographiques à aller explorer dans lesquels il y a déjà du potentiel, il y a déjà des petites choses qui frémissent. Typiquement aux États-Unis, on n'a pas de présence physique et pour autant j'ai déjà 10% de mon CA qui se réalise là-bas. Énorme. Ouais. Comment tu l'expliques ça? Je l'explique pas. Traction organique et en online, hein. Ouais, en online. Ok. Et alors que vous n'avez pas de présence Non, et on fait rien. Même en physique, vous n'avez pas de présence? Non. C'est étonnant. Ouais, c'est fou. Je suis curieux, du coup, c'est des Français là-bas ou Non, même pas. Alors, on n'est pas encore hyper bien équipé en termes de data analyse. Ouais. Donc, je ne peux pas encore te répondre sur qui sont ces gens, d'où viennent-ils. Mais ça aussi, tu vois, typiquement, c'est un chantier. Je pense qu'en termes de data analytics, il faut qu'on se muscle un peu plus. Aujourd'hui, c'est quand même assez léger. Et pour accompagner une croissance comme celle qu'on va chercher, on n'aura pas le choix. Ouais, bien sûr. Ok. En tout cas, intéressant d'avoir déjà des signaux de traction. C'est pas facile le marché US en cosmétique. Les CPM sont très chers. Ouais. Mais c'est plutôt... Après, le Made in France se vend très bien là-bas. Ouais. C'est plutôt de bon augure. J'avais une question qui, je pense, pourrait être utile aux personnes qui sont dans ta situation actuelle ou qui l'ont été ou qui vont l'être, à savoir soit dans le cadre d'un lancement d'une marque par un grand groupe, soit dans le cadre d'une intégration d'une marque par un grand groupe. Ce serait quoi les 2-3 conseils que tu donnerais justement à ces personnes-là, aux marques qui font partie d'un grand groupe, si tu en avais, de ton expérience? Bon, déjà, je suis loin d'être l'experte du sujet. Malgré tout, je pense que ce qui est important, c'est de garder une identité propre à chaque marque, être fidèle à ses valeurs, à ses convictions, et pas se laisser trop influencer par les autres marques existantes du groupe. À mon avis, ça, c'est vraiment un facteur clé de succès, sinon les marques se cannibalisent et se ressemblent un peu trop. Et on ne peut plus, je pense, tromper le consommateur. On n'est plus dans une ère où on peut marketer un peu ce qu'on veut et en fait, derrière, il y a moins de sens ou de cohérence. Donc, j'aurais déjà vraiment dit ça, battez-vous pour garder votre identité, c'est hyper important. Pour rester fidèle à votre concept initial et ne pas trop dévier et ne pas trop se faire influencer par le groupe dans lequel on appartient. Ok, super intéressant. Et question que je pose à toutes les personnes qui viennent sur ce podcast, est-ce que tu as des ressources que toi tu consommes et que tu conseilles à d'autres personnes qui sont dans les mêmes écosystèmes que nous? Ça peut être un podcast, livre, newsletter, formation, des personnes à suivre Ouais. Alors, je fais partie de la grande secte des gens qui écoutent le podcast Le Panier. Bien sûr. Coucou Laurent. Ouais, j'adore le podcast Le Panier. Je suis aussi un gars qui s'appelle Étienne Garcia sur LinkedIn. Je sais pas si tu le connais. J'ai entendu parler. Oui. Qui donne des super conseils. Mais sinon, à part ça, j'utilise les outils comme Asana, un outil de gestion de projet qui est génial. La version gratuite, elle est super. J'adore Figma, qui vient remplacer un peu toute la suite Adobe en termes de créa. On fait plein de trucs nous-mêmes, on n'a pas besoin d'avoir des freelances créa. J'aime bien Métorique aussi, c'est un petit outil d'analyse tout simple. Métorique? Ouais, Métorique, Métoric, qui se plug hyper bien à Shopify et qui est capable de sortir des analyses de vente de produits, de clients, même géographiques. C'est tout simple, hein, ça va pas très loin, mais hyper chouette. J'aime beaucoup cet outil. Et après, j'entends beaucoup parler en France de Panoramata. Moi, je préfère Mild. C'est la même chose, mais c'est plutôt orienté US, c'est gratuit. Donc c'est toujours bien. Et en fait, on peut s'abonner à plein de marques et ça nous fait des récaps hebdomadaires de tout ce qui s'est passé. Donc typiquement, tu vas avoir ta newsletter 1000 dans laquelle il y a toutes les marques que tu suis avec leur créa Black Friday. Trop bien, c'est de la veille quoi. Ouais, c'est vachement bien. Ok, intéressant. Trop cool. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Claire, si on veut te contacter, te suivre? Sur LinkedIn, principalement, ce sera le plus utile. C'est Claire Lavère. Exactement. Lave2re.
Oui, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Trop bien. Est-ce que tu as un petit cadeau ou message à passer aux personnes qui nous écoutent Ouais, mais je pense que c'est important de faire connaître la marque. Donc, j'avais bien envie de proposer à ton audience une petite offre sur le site MyBlend. Donc, je sais pas, on peut dire que le code, c'est D2C, le nom du podcast. Et on verra bien ce qu'on arrive à leur offrir. Alors, D2C, D-T-O-C. Et MyBlend, du coup, le site, c'est MyBlend. MyBlend.com avec un tiret entre My et Blend. My-blend.com. Et on va vous négocier un truc aux petits oignons. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le podcast, Claire. C'était trop cool. Merci, on a Étienne. parlé de plein de trucs. Et je pense, honnêtement, l'épisode était fascinant. Et surtout, je pense, va parler à beaucoup de gens qui sont ou ont été ou seront dans cette situation. Donc merci encore pour tous les éléments partagés, toute la transparence et tout. C'est vraiment cool. Avec plaisir. Merci à toi. Et puis, du coup, on se dit à très vite. À bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.